Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast, mon podcast, et c'est un épisode sur lequel je vais beaucoup me dévoiler, et ça va être le but de ce podcast d'ailleurs, donc ce premier épisode de Sans Voile, et j'espère que ça vous plaira. Alors vous voyez, c'est une ambiance chill, c'est une ambiance simple, donc moi je vais vous inviter, avant de m'écouter à chaque épisode, à prendre de l'encens, des bougies, un petit thé, c'est très sympa, et à écouter mon histoire. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, donc vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature, on va parler de la perte d'un parent à l'adolescence et est-ce que c'est grandir trop vite. Et vous allez voir peut-être que la réponse vous surprendra. En tout cas, je vais en parler avec mon vécu et mon point de vue, ce qui est quelque chose de différent. Euh, et surtout, pour chaque épisode, si c'est un rapport avec vous de près ou de loin, n'hésitez pas à partager votre témoignage et votre expérience en commentaire. Sachez que je lirai et que je répondrai à tout. Ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, je serai là pour vous lire et vous écouter. Tout comme vous m'écoutez un instant. Voilà. Donc, est-ce que vivre la perte d'un parent à l'adolescence, c'est grandir trop vite? C'est ce qu'on va voir. Donc, moi, je vais commencer par raconter mon histoire vis-à-vis de ce thème brièvement. Je vais pas prendre trop de temps non plus. Euh, donc moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21, pour ceux que ça intéresse. Donc ça fait 6 ans maintenant que j'ai perdu mon père. Et je l'ai perdu quand j'étais en fin de collège, donc en fin de troisième, littéralement à 2 jours de la fin des épreuves du brevet. Donc une période assez compliquée parce que j'avais un pseudo-examen à passer. Alors avec le recul, tous les gens de mon âge donc, disent que le brevet est facile. Mais quand on est en plein dedans, moi j'étais en train de stresser parce que je pensais ne pas avoir mon brevet. Voilà, maintenant qu'on a tous du recul dessus sur le brevet et même sur le bac, en réalité, on a une vision différente de ces examens. Moi, à cette époque-là, je stressais. Et je stresse toujours autant d'ailleurs, hein, mais voilà. Et, euh, et quand on est dans cette période-là, ça fait 1 an que je vois mon père changer. Premièrement physiquement, parce que je le vois changer euh, au niveau du poids. Il perd énormément de poids et c'est après qu'on a su qu'il avait perdu en 1 an 50 ou 55 kilos, je sais plus. Euh, et vraiment pour vous dire, mon père était un Français bon vivant. Voilà, il avait le petit bidou voilà, du petit Français quoi, normal. Et à la fin, il a fini squelettique quoi. Donc il avait bien perdu du poids. Il avait perdu toutes ses dents. Enfin bref, et puis au niveau du comportement, il avait changé aussi, il était devenu très irritable. Il était devenu assez méchant, assez reclus. Il nous parlait vraiment très très peu. En fait, dès qu'il rentrait du travail, il s'enfermait dans sa chambre et il sortait le soir pour manger et c'est tout. Il sortait plus de sa chambre en fait, mais on le voyait que très peu. Euh, et donc à ce moment-là, moi, on se dit tous à la maison qu'il y a un truc qui cloche, mais lui nous dit que non. Et on va voir son médecin de travail qui en fait n'arrête pas de lui filer des arrêts maladie, mais rien de concret en réalité. En même temps, les médecins de travail sont toujours comme ça, j'ai l'impression. Euh, et donc il nous écoute pas. Et il y a un jour, mi-mai, je saurais plus vous dire le jour précis. J'ai juste que c'est en mi-mai. C'est juste qu'il a voulu se lever de son lit, mais il n'avait plus de force. En fait, il n'y avait plus aucune force. Physiquement, il ne pouvait pas se lever. Donc en fait, ça a dû appeler les pompiers et ça l'a emmené à l'hôpital. Et il ne sortira jamais de cet hôpital, du coup. Euh, Enfin, si, pour aller au funérarium, quoi. Mais bon, c'est quelque chose de différent. Euh, et il y a quelque chose qui est pas normal pour un adolescent de 15 ans, je trouve. En fait, un adolescent de 15 ans ne devrait pas... Parce que, en fait, avant de finir ma phrase, je vais vous dire brièvement, parce qu'en fait, quand moi j'allais en cours, donc de mi-mai jusqu'à les épreuves du brevet, quoi, jusqu'à juin et tout, euh, après chaque jour d'école dans la semaine, après chaque jour d'école, ma mère venait me chercher à l'école, au collège, et après le collège directement, on allait toujours à l'hôpital voir mon père. Et donc, je finis ma phrase,
ce n'est pas normal pour un enfant de 15 ans, pour un adolescent de 15 ans, en pleine émancipation, de devoir aller chaque jour, après les cours, à l'hôpital. C'est pas quelque chose qu'un adolescent, un enfant devrait vivre. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, et je suis sûr que je suis pas le seul, même si vous êtes très peu à m'écouter à l'instant, je suis sûr que je suis pas le seul. Et en fait, du coup, ça me rend encore plus triste de me dire que je suis pas le seul. En fait, ouais, ça me rend triste de me dire que je suis pas le seul, en fait. Ça m'énerve vraiment. Ça me fout en rogne. Ça m'énerve profondément. Et en fait, du coup, je vois mon père tous les jours. On parle de la vie de tous les jours. Il me demande des questions sur le collège. Et en fait, on nous dit qu'il fait plein d'examens dans plein d'autres hôpitaux, un peu partout en Île-de-France. Et on sait pas à quoi servent ces examens. En fait, on nous parle jamais de ce qu'il a, de la maladie qu'il a. Et en fait, il m'a dit que donc j'apprendrais la connaissance après sa mort, en lisant le rapport d'hospitalisation. Et on nous parle d'examens, mais on ne parle jamais de résultats, on nous parle jamais de ce qu'il peut y avoir, en fait. Et c'est un truc qui me fout en rogne aussi. Euh, et donc, on est ce jour-là, donc on est en fin juin, on est vraiment à 2 jours des épreuves du brevet, parce que moi, mes épreuves du brevet étaient le lundi et le mardi. Euh, et, euh, et quand il y a ce qui se passe à ce moment-là, on est le vendredi ou samedi, quoi. Vraiment. Et on reçoit un appel de l'hôpital. On est à la maison tranquillement, quoi. On reçoit un appel de l'hôpital qui nous dit qu'il faudrait venir vite. Parce que il reste à mon père 24 à 48 heures à vivre. Et ça, c'est une nouvelle fois quelque chose qu'un adolescent de 15 ans ne devrait pas entendre. C'est quelque chose qu'un enfant, quelconque enfant, ne devrait pas entendre. Et pour vous dire, pour être honnête avec vous, ça fait le lien sur grandir trop vite ou pas, je pense que j'ai gardé une part d'enfant vis-à-vis de ça, parce que je n'ai pas avancé sur ça. C'est quelque chose que j'ai encore à travers de la gorge, quoi. C'est un truc qui n'est pas passé. En fait, j'en veux un peu au personnel soignant, parce que au téléphone, ils nous ont dit 24 à 48 heures. Et dans la réalité, parce que du coup, une fois qu'ils nous ont appelés, on y est allé directement. Et le temps qu'on revienne de l'hôpital, ça a pris 3 heures depuis leur annonce de ce laps de temps. Et en fait, dès qu'on est rentré à la maison, il était déjà parti. Parce qu'ils nous ont appelés dès qu'on est rentré à la maison et qu'on a retiré nos vestes, on a été rappelé pour nous dire que mon père est parti. Donc leur laps de 24 à 48 heures, ce n'est absolument pas un laps véritable. C'est un laps qui était tellement supérieur à ce qui s'est passé en réalité. Et quand je dis que j'en veux un peu au personnel hospitalier, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils nous ont annoncé un laps de temps qui n'était pas vrai. Donc, imaginons qu'on n'était pas du tout à côté de l'hôpital et qu'on était plus loin. Imaginons qu'on était dans le sud de la France, qu'on était dans un autre pays carrément. On serait arrivé en retard pour voir mon père avant de mourir. On ne serait pas arrivé pour voir mon père avant de mourir. Et du coup, j'en veux au personnel hospitalier depuis 6 ans. Donc je pense que j'ai gardé un peu une part d'enfant en moi vis-à-vis de ça, parce que je n'ai pas grandi, je n'ai pas avancé. Ce qui est un peu con, je vous l'accorde, mais c'est mon avis, et est-ce que j'évoluerai dessus un jour? Je sais pas. Je sais pas. C'est quelque chose de complexe pour moi, en vrai. En fait, je me dis... En fait, ça fait 6 ans que je me dis plutôt. Ça fait 6 ans que je me dis, quitte à ce que vous annonciez un laps de temps, n'en annoncez pas. Dites plutôt que la personne est sur une fin de vie, qu'on est sur la fin, mais par pitié, n'annoncez pas de laps de temps si c'est pas des vrais laps de temps, quoi. Je veux dire, n'annoncez rien, dites juste que c'est la fin. Comme ça, au moins, il n'y a pas de temps précis, il n'y a pas de période donnée, quoi. Là, c'est... Le fait d'avoir donné un laps de temps, enfin, une période précise qui lui restait, et qu'en fait, ce soit clairement pas le cas, parce que c'est factuel,
il n'a pas été jusqu'à 24 heures, il a duré 3 heures après leur appel. Ne donnez pas de chiffres. Enfin bref, c'est un truc qui me met en run, quoi. Genre, je déteste les laps de temps. Et du coup, je n'ai pas grandi sur ça en 6 ans. J'en veux toujours autant au personnel hospitalier. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça devrait vraiment être le cas? Je ne sais pas. Juste, je sais pas, j'ai pas avancé. J'ai pas grandi. Mais bon. Donc, une fois que mon père est mort et qu'on l'a vu à l'hôpital... non, je vais quand même vous raconter la dernière visite à l'hôpital parce que c'est un truc qui me marque encore aujourd'hui. Et je suis en pleine thérapie pour ça, et c'est par rapport à un sujet dont on parlera dans un autre podcast, dans un autre épisode. Donc quand il nous appelle à ce moment-là à l'hôpital, donc on fonce, on récupère mon oncle, qui a disparu il y a quelques années aussi de la même maladie que mon père. Et donc on va à l'hôpital, d'abord les adultes voient avec le médecin, donc moi et ma soeur on attend, pendant je pense une dizaine, quinzaine de minutes. Et quand ils reviennent, en effet, ma mère et mon oncle nous disent que c'est pas spécialement beau à voir, mais que c'est sûrement la dernière fois qu'on voit mon père, donc si on veut, on peut aller le voir, quoi. On accepte, et en effet, je me retrouve devant une chambre que j'avais vue pendant un mois et demi même, et je vois sur le lit, je vais pas dire quelqu'un, je vois quelque chose, quoi. Je vois une masse sur un lit qui me paraît pas humain. C'est une masse qui ne bouge pas. C'est une masse qui est rachitique, qui est squelettique. Et comme en plus on était en pleine période de canicule à ce moment-là, la masse ne portait aucun vêtement. Il y avait une couche, quoi. Vraiment, il y avait juste une couche et il n'y avait pas de vêtements, quoi. Donc c'est une masse que je reconnais pas, mais en soi je sais qui est cette masse, quoi, mais je reconnais pas la personne avec qui j'ai grandi pendant 15 ans à ce moment-là, quoi. Donc ma mère et mon oncle restent devant la porte, moi et ma soeur on entre. Ma soeur elle fait quelques pas, puis après elle fait demi-tour et voilà, elle se résigne à accepter le truc et elle pleure dans le couloir. Moi, je fais plus que ça. En fait, je vais au chevet de mon père. Parce que bon, bah, je sais que c'est mon père, quoi, mais je le reconnais pas spécialement. Et en effet, en fait, il bouge pas, il y a que les yeux qui bougent. Donc en fait, il faut vraiment que je me mette à côté de lui pour m'en rendre compte. Donc vraiment, je suis à côté de lui et j'ai une vision horrifique à ce moment-là. Et c'est une vision qui me hante encore aujourd'hui. Parce que je suis en pleine thérapie pour ça. En partie. Euh, et du coup, je vois mon père qui me fixe dans les yeux. On se fixe tous les deux dans les yeux pendant quelques secondes. Et en fait, mon père fait juste des mouvements de yeux comme ça, un peu vers le couloir, quoi, vers la porte. Et je comprends pas, mais en fait, la vision que j'ai, j'arrive pas à l'accepter. Je pense il y a dû y avoir un court-circuit dans mon cerveau. Donc en fait, je dis même pas au revoir. Je dis rien. J'aurais peut-être dû dire au revoir, j'aurais peut-être dû dire adieu, c'est un truc sur lequel je m'en veux et on s'en veut malheureusement toujours après que ce soit arrivé. C'est tant pis pour moi. Et dès que je vais dans le couloir, je suis plus là. Je suis plus là. Alexine a disparu. Son corps est contrôlé par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Alexis n'est pas là. Alexis est absent. Euh, Parce que je fixe le sol. Et tout ce qui se passe autour de moi, ça devient une ambiance un peu secondaire, un peu... c'est un peu des bruits étouffés, avec un peu d'écho en réalité. Et du coup, je ne réponds pas. Parce que je suis là-dedans, c'est un peu le bordel. Par exemple, j'ai un souvenir de ma mère qui, directement après, quand on est sur le point de partir, du coup, elle me demande si je veux manger ou boire un truc, et je ne lui réponds pas. J'entendais ça en étouffé avec un peu d'écho et tout, comme je vous le dis, mais je n'étais pas là, donc j'ai pas répondu. Je marchais, je pleurais, mais je n'étais pas là. Euh, et je suis revenu entre guillemets à moi que quand on était dans la voiture et qu'on était presque arrivé à la maison, quoi. Et donc dès qu'on revient à la maison, je me prends une autre tare dans la gueule avec l'appel qui dit qu'il est parti, quoi.
Et moi, j'ai dit, non, je ne retourne pas à l'hôpital. Ma sœur et ma mère sont retournées, elles, du coup, parce qu'il fallait identifier le corps, enfin bref, du blabla. Moi, j'ai dit non, j'y retourne pas. Euh, voilà. Parce que ce que j'avais vu m'avait déjà beaucoup trop affecté et je voulais pas me reprendre une deuxième tare dans la gueule. Euh, donc je suis resté à la maison. Euh, et c- J'aimerais vous parler d'un truc. Parce que merci à moi, j'ai pris une trame, j'ai mis une trame de ce que je veux dire. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on perd un parent? En dehors des larmes et du sentiment de perte extrême parce que tu perds un parent. Moi j'avais perdu quelqu'un avec qui j'avais grandi pendant 15 ans. Qu'est-ce que tu ressens? Moi j'avais bon, un vide, c'est la logique. C'est un vide. Euh, mais surtout, t'as un flou. Moi, j'avais un flou parce que je comprenais pas de, le principe de la nature et de la vie en réalité, de enlever à quelqu'un son parent. Comme on enlève à certains parents leur enfant, tu vois. C'est, je comprenais pas ce principe, pourtant naturel, tu vois. Et je dis beaucoup, tu vois, je vais arrêter. Euh, c'est un flou parce que quand après tu dois ranger la maison, que tu dois ranger, trier, jeter des affaires de cette personne, euh, que tu dois fouiller les placards pour trouver un costume pour l'habiller pour son enterrement. Ça, c'est des trucs qu'un enfant de 15 ans, pareil, ne devrait pas faire. Et j'ai dû faire ça. Et j'ai gardé des souvenirs à lui dans une cachette que j'ai. J'ai gardé des souvenirs, des trucs que je n'ai pas jetés. Mais c'est des trucs qu'un enfant de 15 ans ne devrait pas faire. Et pour vous dire, que je vienne sur le est-ce que c'est grandir trop vite, il y a un épisode dont j'aimerais vous parler. Donc on est, je crois on est en juillet ou en septembre, je ne sais plus. Je me souviens juste de ce qui s'est passé à ce moment-là, je me souviens plus de la date. Mais je sais que ça s'est passé, et que ma mère s'en souvient, ma soeur je pense pas. Mais, donc à un moment, je suis dans ma chambre, sur mon ordinateur, normalement quoi. Je suis en train de me divertir sur YouTube. Et à cette époque-là, mon lit se trouvait en face de ma porte d'entrée. De la porte de ma chambre quoi. Et ma porte de la chambre mène à un couloir. Voilà. Et, et ma porte est fermée. Euh, Pas avec la poignée, mais juste reclus contre le mur, quoi. Et donc, moi, je suis en train de me divertir, normalement, comme un adolescent normal, qui essaye de s'évader, quoi. Et d'un coup, ma porte qui s'ouvre violemment d'un coup, quoi. Et qui laisse place à l'obscurité du couloir, parce il devait être 1 heure du mat, quoi. Il devait être minuit, 1 heure du mat, quoi. Et je fixe cette obscurité, quoi. Et je vois une ombre. Je vois une ombre que j'arrive pas à bien discerner parce que vraiment c'est dur dans le noir quoi. Mais je vois des éléments qui m'interpellent. Je vois que c'est plutôt une personne de grande taille, que c'est une personne qui porte des lunettes parce que je vois des reflets des lunettes dans le noir et je vois des cheveux courts. C'est tous les éléments que j'ai. Et, euh, et moi je m'attarde pas sur les cheveux ni sur la taille, je parle aux lunettes. Et la seule personne qui portait des lunettes chez moi à ce moment-là, moi je n'en portais pas encore, c'était ma soeur. Donc je pense que c'est ma soeur qui me fait une blague, donc je l'insulte. Je crie son prénom en mode casse-toi. Euh, et vraiment je crie vraiment longtemps, casse-toi, tu me fais chier, voilà machin. Et là la porte qui se referme aussi violemment qu'elle s'était ouverte, pardon. Euh, et donc là je reste bloqué quoi. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de vivre, je suis bloqué. Et je, je bug quelques secondes, quoi. Et après, je fonce dans la chambre de ma soeur qui est collée à qui est collée à la mienne. Vraiment, elle est mitoyenne à la mienne, quoi, sa chambre. Et je vais la voir et je lui dis, c'était toi qui m'as fait une blague, là? Elle me dit, non, je suis en appel avec mon copain, c'est pas moi. Moi, je fais, ok. Et je vais voir ma mère, parce que ma mère, elle porte des lunettes parfois, mais que pour lire, et enfin, en tout cas, à cette époque, elle adorait me faire des screamers, se cacher derrière une porte pour me faire peur. Elle adorait me faire ça. Maintenant, elle a arrêté. Mais, donc moi, je vais la voir et je lui dis, est-ce que c'est toi? Et elle me dit non, c'est pas moi, quoi.
Moi, je suis en train de lire, quoi. Je suis en train de lire mon livre, c'est pas moi, quoi. Et j'étais tellement en flip que dès que ma mère m'a dit non, j'ai dit... Enfin, en gros, j'ai un peu fait un truc à la Sherlock Holmes, en mode j'ai rassemblé tous les indices, machin, et je suis arrivé à la seule conclusion possible. Une personne de grande taille, avec des cheveux courts comme ça, parce que j'ai un peu reconnu la coupe de cheveux dans le noir, avec des lunettes, ça pouvait être que mon père. Et quand après je remets l'image dans ma tête, je me dis putain, c'était mon père. Mais mon père est mort. Et donc, et je vous le dis franchement, parce que vous allez peut-être me prendre pour un malade, je suis pas du tout quelqu'un qui croit en ça. Je suis pas du tout quelqu'un qui croit en ce genre de truc. Pour moi, une fois que tu meurs, c'est une ampoule qui s'éteint, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel, il n'y a rien. Pour moi, une fois que tu meurs, c'est... Voilà. Il y a un clic, t'as vécu ta vie, voilà, game over, c'est fini. Voilà. Ton âme, elle va où tu veux, mais pour moi, il n'y a pas de truc comme ça. Donc je suis pas du tout quelqu'un qui croit en ça. Je suis vraiment quelqu'un de plutôt terre à terre dessus. Mais là, ce que j'ai vécu, ça, je ne saurais pas vous expliquer. C'est un truc sur lequel je n'ai pas d'explication. Et je suis sûr de ce que j'ai vu, je suis sûr de ce que j'ai entendu, je suis sûr des mouvements violents de la porte, et je suis sûr de l'ombre que j'ai vue. Donc je saurais pas vous expliquer ce que c'est. Mais je suis sûr que c'était mon père. Mais il était mort à ce moment-là déjà. Donc je saurais pas vous dire. Et avant que... Encore une fois, on arrive sur le thème de grandir trop vite ou pas. Avant que vous vous posiez la question, la maladie dont il est parti, c'était un cancer de la gorge. Donc c'est la même maladie qui a emporté son frère, donc mon oncle, il y a 2 ans maintenant. Donc en fait, on arrivait au même état que mon père, hein, au niveau du physique, etc. Sauf le comportement, pas trop. Mais sauf que mon oncle, lui, je voyais les boules sur la gorge, quoi. Mon père, j'avais pas vu. Mais bon. En tout cas, les deux sont partis de la même maladie. Donc peut-être que moi, un jour... Hey, on va faire le triplé, hein. Eh, on est en liste pour le triplé, là, bientôt. Ouh. Non, blague à part, c'est vraiment juste avec le rapport d'hospitalisation que j'ai vu le terme cancer. Parce que sinon, avant, ni mon père, ni le personnel médical nous avaient parlé de cancer. Voilà, juste pour vous le dire. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Je sais pas. Après, je pense que le service médical se dit, bah, c'est le choix du patient, il est majeur et vacciné, donc j'en veux plutôt à mon père pour ça. Mais j'en veux à mon père pour beaucoup de choses, mais c'est un autre sujet. Donc, on arrive enfin au grand thème, avant que je vous laisse tranquille. Est-ce que c'est grandir trop vite, perdre un parent à l'adolescence? Alors, je vais vous faire un oui et un non. Alors, c'est une réponse de politicien, c'est une réponse vraiment de politique politicienne, quoi, de oui et non, quoi, ou oui ou non. Enfin bref, c'est un truc assez basique. Mais en fait, j'ai juste repensé à ça, et en fait, j'ai mis plusieurs éléments, et il y en a qui rentrent dans le oui et d'autres dans le non. Euh, En tout cas, selon ma psy, en tout cas, selon ma psy, parce qu'elle me suit depuis le lycée, du coup, j'ai grandi trop vite, et je suis devenu mature plus rapidement que les autres. C'est pas moi, c'est les termes de ma psy. Donc voilà. Ça m'a forgé rapidement, plus tôt que tout le monde, euh, à tout. Et c'est pour ça que, en partie, elle et moi, on pense que c'est grâce, entre guillemets, grâce à ça, que j'ai pu survivre à mes 9 années de harcèlement scolaire. Euh, donc, voilà. J'ai... En fait, comme je suis devenu... comme je fais une carapace et un bouclier assez rapidement avec la perte de mon père, en fait, j'ai réussi à survivre à mon deuil et du coup à ce harcèlement scolaire parce que les deux étaient en même temps, quoi. Et surtout qu'il y en a qui s'étaient servi de la mort de mon père comme nouvel argument de mon harcèlement, et ça j'en ai parlé sur France 2 dans Ça commence aujourd'hui, euh, ce qui avait choqué tout le monde, mais c'est un fait véritable. Il y a vraiment des gens qui sont servis de la mort de mon père comme pic dans mon harcèlement scolaire. C'est un fait. Voilà. Et un autre élément qui, pour moi, montre que j'ai grandi trop vite, c'est quelque chose que ma sœur et ma mère m'ont reproché à de nombreuses reprises
lors des premières années. C'est un truc que je fais moins maintenant, parce que j'ai ma vie et j'ai mes projets, quoi, mais on me reprochait de trop vouloir prendre la place ou le rôle d'un père dans ma famille. C'est-à-dire que je surprotégeais ma sœur, alors qu'elle est plus grande que moi, mais je la surprotégeais. Je lui parfois donnais des ordres, entre guillemets, comme le ferait un père. Et donc le nombre de fois où elle m'a dit mais t'es pas mon père, ce qui est vrai, mais étant donné qu'il y avait... C'est vrai, c'est une vision, vraiment, si je dis ça comme ça, c'est une vision très masculiniste et très machiste du truc, mais je me suis dit, il y a plus d'hommes dans cette famille, et je suis le seul mec de la famille, bon bah il faut que je prenne le rôle du père, quoi. Alors que, voilà, en tout cas c'est la vision que le moi de 15 ans avait. Aujourd'hui, bien sûr, je ne fais plus du tout ça. Je vous rassure, je suis grand, ma sœur est grande, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, je suis juste un fils et un frère, c'est tout. Mais, mais juste, je voulais protéger les gens. Je voulais protéger tout le monde. Et d'ailleurs, mon prénom, Alexis, ça vient du grec Alexein, qui veut dire protéger. Donc c'est peut-être pour ça que je protège beaucoup tout le monde tout le temps. Je protège peut-être les gens avant moi, même. Voilà, c'est une petite info. Euh, et du coup, est-ce que j'ai grandi trop vite? Le non, dans le sens où je me suis vraiment enfin, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. Je suis vraiment devenu encore plus casanier que je l'étais. Parce que je suis déjà de base quelqu'un de très casanier. Et une fois que j'ai perdu mon père, je suis encore moins sorti. Je sortais que pour aller en cours. Et encore quand j'y allais. Et comme j'avais jamais réellement eu d'amis, bah j'avais pas de raison de sortir de chez moi, à part pour faire des courses. Donc je restais chez moi. Et je suis resté chez moi. Je suis très casanier. Et pour vous le dire honnêtement, euh, pour, pour me faire sortir de chez moi, faut y aller. Faut vraiment qu'il y ait une bonne raison de me faire sortir de chez moi. Donc ça c'est vraiment un truc où j'ai pas bougé depuis que je suis gamin. Et deuxièmement, et après je m'arrêterai ici je pense avant de vous faire un petit bilan global, euh, bon, est-ce que vous voyez le syndrome d'Oedipe? Alors, je vais pas dire que j'avais envie de tuer mon père ni d'épouser ma mère. De toute façon, mon père était déjà mort, donc je pouvais pas le tuer une deuxième fois, déjà. Et secondement, je n'avais pas envie d'épouser ma mère du tout. Hein. Je parle ça dans le sens où tout le monde, vraiment tout le monde dans ma famille, me dit que je suis vraiment tout le temps collé à ma mère. Euh, et ça, c'est parce que, en fait, au début, je savais pas. Et en y réfléchissant, c'est parce que je me suis dit, je pense inconsciemment, t'as perdu ton père, à toi de faire en sorte de ne pas perdre ton deuxième parent. Donc, protège ton parent, reste collé à lui pour le protéger. Et vraiment, je suis apparemment collé à elle comme un enfant de 5 ans, quoi. Vraiment comme un gamin. Je la suis partout. Donc, et pour vous donner un exemple de ça, il y a une fois où on est parti voir le médecin, et c'est en plein milieu d'une cité dans ma ville, quoi. Et il se trouve que on part à la boulangerie en partant pour acheter des petits gâteaux, des pains au chocolat, des trucs comme ça, quoi. Pour la maison, quoi, normal, pour le goûter. Et, euh, et donc avec ma mère, on parle, on est côte à côte, on va vers la voiture, quoi, on est dans le parking. Et moi, je parle à ma mère et tout, machin. Et à un moment donné, je tourne ma tête à gauche, et je vois plus ma mère. Je vois plus ma mère. Donc je me dis, putain, je parle tout seul, quoi. Et là, je me retourne, et je vois un mec qui est en train d'étrangler ma mère par derrière, en fait. Parce que ma mère, elle avait un collier en or que je crois que mon père lui avait offert, ou c'était moi, je sais plus. Et en gros, le mec était en train d'étrangler ma mère littéralement pour essayer de lui arracher son collier pour lui voler, quoi. Et, euh, et en fait, au début, je reste bloqué. Mais je vois ma mère qui arrive pas à se défendre, en fait. Elle arrive pas, alors pourtant elle est très costaud, ma mère. Hein. Mais là, elle arrivait pas à se défendre.
Et moi, comme un enfant, je crois que j'avais 16 ans à ce moment-là, je crois, euh, je viens, j'arrive devant le mec et tout qui est en train d'étrangler ma mère, et je lui dis, hé, toi, toi, lâche ma mère, dégage, 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 machin, 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 machin. Et je commence à lui gueuler comme ça, machin, machin. Et en fait, il lâche prise et il se barre. Et j'ai même pas besoin de le taper. Juste, j'ai défendu ma mère et le gars, il s'est barré. Je sais pas pourquoi. En fait, il aurait pu juste me mettre une patate et il serait occupé de ma mère et voilà. Mais non. Je sais pas pourquoi, je l'ai juste gueulé dessus et ça l'a fait fuir. Donc, je pense qu'après ça, j'ai dû me dire, j'ai eu raison. J'ai raison de rester avec ma mère. J'ai raison de rester avec elle. Parce que s'il est jamais à une couille, bah au moins je suis là. Donc c'est pour ça que je reste jamais très loin de ma mère. Donc est-ce que je grandis trop vite? Est-ce que j'ai grandi trop vite, pardon? Ça rentre clairement dans le nom. Mais après, ma psy m'a dit que j'ai grandi et que j'ai pris de la maturité trop vite. Qu'en cas, je suis devenu mature, beaucoup plus mature, avant tout le monde. Parce que dès le lycée, elle m'a dit que j'avais déjà une... J'étais déjà mature, excellemment bien mature, quoi. Donc je sais pas. Est-ce que j'ai grandi trop vite? Pour moi, oui. Parce que un enfant de 15 ans n'est pas préparé à vivre ça. On n'est pas prêt. Il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de tuto de comment se démerder dans la vie, comment se sentir après la perte d'un parent. Il n'y a pas de tuto. Il n'y a pas de mode d'emploi. Est-ce qu'il devrait exister un tuto? Peut-être. Sincèrement, peut-être. Je sais pas. Un enfant de 15 ans ne devrait pas ne devrait pas vivre ça. Ça fait 6 fois que je le dis dans l'épisode, mais c'est vrai. Peut-être que peut-être que dans tous les épisodes de Sans Voile, peut-être que la phrase fétiche que je dirais, c'est un enfant de 15 ans n'a pas à vivre ça. Vu les thèmes que j'ai préparés, peut-être que ça sera ça le mot d'ordre. La phrase fétiche, mon slogan. Un enfant de 15 ans n'a pas à vivre ça. Écrit dans le ciel, dans le firmament. Des lettres flamboyantes comme ça. Étoile filante. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère qu'en tout cas, ce premier épisode de Sans Voile vous a plu. Et que, voilà, ça a pu vous toucher ou pas. Et si jamais vous êtes dans ce moment-là, vraiment en pleine perte d'un parent, que vous avez 15 ans, ou 30 ans, ou 60 ans, je m'en fiche, c'est la même merde, on ressent toujours la même chose. Vous n'êtes pas seul. Moi, je l'ai été, mais vous êtes sûrement pas seul. Et même si jamais, par hasard, vous étiez seul, vous voyez bien, j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je suis heureux. Donc croyez-moi, si vraiment vous êtes seul, vous aussi dans ce cas-là, vous pouvez vous en sortir. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai peut-être pas fait mon deuil totalement, parce que je suis en pleine thérapie. Mais ça va aller. Je vous le promets. Ça va le faire. N'hésitez pas en tout cas à me partager votre témoignage, votre expérience. Je suis prêt à vous lire avec autant d'attention que vous avez pu m'écouter et me voir pendant presque 35 minutes maintenant. Moi, je vais vous laisser dessus. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sans voile, je ne sais pas quand, mais à voir. Et j'ai j'ai des idées plein la tête. Donc moi, je vais vous laisser dessus, en espérant que ça vous ait plu. En espérant que ça vous ait plu, pardon. Oh là là, fatigue. Sur ce, moi, je vous embrasse. C'était Alexis. Bye tout le monde.